Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette émission de La cuisine de Lacan. Aujourd'hui, sur le plateau, sera avec nous le chef Yann Pellissier pour préparer une recette du tord farci au faux trou. Cette recette a été amenée au fourneau de Lacan par Michel Thomé et Pierre Souris le 10 février 1976 dans le séminaire Les Saints-Hommes. Bonjour chef. Bonjour Inès. Bienvenue sur le plateau, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on est très content de vous avoir ici pour nous présenter cette recette du tord farci au faux trou qui est la première où Lacan arrive à nouer le tord et les borroméens. Absolument, c'est la toute première fois qu'il fait ce lien entre le tord et le borroméen. Et alors, chef, vous nous avez parlé pendant la préparation de cette émission de votre surprise de voir les efforts de Lacan à essayer de lier ces deux ingrédients qui sont le tord et le borroméen. Tout à fait. Si c'est la première fois en 1976 qu'il lie le tord et le faux trou, avec l'aide de Souris et Thomé, puisque c'est eux qui apportent cette recette, oui. C'est quelque chose qui le préoccupe dès l'introduction du nœud borroméen dans son atelier de cuisine. En 72. En 72. Voilà, on est 4 ans avant, et dans cette première séance, il va lier le nœud borroméen avec le tord. Hein. Et comment il fait ça? Eh bien, la première fois, il cite le tord, oui. Et quelques temps après, quelques semaines après, il va dire « un rond de ficelle, c'est un tord ». Et c'est seulement ce qui permet de décomposer le nœud. C'est tout à fait étonnant. Ah ben oui, tout à fait. Et c'est avant même la première rencontre avec Souris et Thomé, oui. Qui va se faire 1 an et demi après, en 73. C'est ça, en 73. Et vous nous avez parlé aussi du fait que Thomé et Souris eux-mêmes étaient très surpris de voir Lacan avec cette cuisine du tord et du borroméen. Ah mais complètement. Michel Thomé a dit à quel point Souris et lui étaient à fond dans la cuisine de Lacan. Et ils ne voyaient pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, ce que le tord venait faire là-dedans. Ça les a déroutés, peut-être même, enfin dérangés, oui, vraiment. Voilà, et pourtant c'est quand même eux qui vont amener la recette à Lacan en 76 donc. Alors, passons aux ingrédients de cette recette. Alors, les ingrédients sont assez simples. Nous avons ici un tord, hein, oui. Voilà. Vous l'avez trouvé où, ce tord? Alors, ce tord, on se le procure chez le tripier. Ah. Vous le faites bien nettoyer par le tripier. Oui, hein. C'est pas simple, cela. Ben, il n'y a plus beaucoup de tripiers aujourd'hui, depuis la crise de la vache folle, mais je pense que vous arriverez à en trouver un. Donc, une fois qu'il a été bien nettoyé, oui. Vous le faites délicatement blanchir. Et vous voyez, jusqu'à lui donner cette belle transparence. Ah, tout à fait, on voit vos doigts à travers. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez aussi comme autre ingrédient, oui. 2 ronds, oui. Un rouge et un bleu. Oui. Celui-ci, vous voyez, est bien mûr. Oui. Il faut qu'ils soient fraîchement cueillis tous les deux. Tout à fait. Et voilà, je vais ouvrir ce rond pour la suite de la recette. Très bien. Et alors, allons-y à la préparation de cette recette qui est assez simple, je crois. Oui, justement. Alors, j'ouvre, vous voyez, un des 2 ronds. Oui, tout à fait. Et je plie l'autre, comme ceci. Oui, on voit. Et je réserve. Vous réservez, bien. Je prends le tord. Oui. Hein, et là, il faut vous dire que ce qui est très important, c'est il va falloir le retourner. Et pour le retourner, il va falloir faire une incise dedans. Ah bien. Attendez, je vais prendre les ciseaux. Tenez, voilà. Merci. Mais dites-nous, chef, pourquoi faut-il retourner ce tord? Il faut retourner le tord pour une question de présentation. Ah bon? Pourquoi? Vous allez comprendre, regardez. Ici, j'ai un tord qui n'a pas encore été blanchi. Oui, hein. Oui, tout à fait. On voit la différence. Oui. Hein. Je vais le retourner. Vous voyez, il est déjà incisé. Hein. Il est déjà incisé. Oui. Vous avez ici, vous voyez l'extérieur. Oui. Je vais le retourner. Oui. En le retournant, l'extérieur devient l'intérieur et l'intérieur devient l'extérieur. Tout à fait. Mais cet objet oblong reste un tord, vous voyez. Oui.
Oui. reste un tore avec son intérieur, avec son axe, etc. Ah Voilà. oui, c'est clair. Cet objet oblong, Lacan l'appelait une trique. Une trique. Oui, une trique. Et bon, une trique dans une assiette, c'est pas forcément très beau. Hein? Donc, d'où la nécessité de retourner le tore. Bien. Et alors, oui. Je vais le couper. Oui. Hein? Voilà. Vous les prenez et avec les ciseaux, vous faites un trou. Je fais une incise. Voilà. Très bien. Je le retourne. Délicatement. Hein? Oui. Il ne faut pas le déchirer. Voilà. J'obtiens donc mon tore trique. Parfait. Hein? À ce moment-là, oui. je prends le rond que j'ai réservé. Oui. Je le passe par l'axe de ce tore. Oui. Ah, c'est pas difficile. Non, c'est très simple. Oui. Et je bride l'ensemble avec l'autre rond. Bien, vous le fermez? Je le ferme, bien sûr, sinon bien. on n'a pas un rond. Tout à fait, hein? oui. Sinon, voilà. pas un rond. Et je dresse. Alors, pour le dressage. Voilà. Et là, nous avons un nœud borroméen dans sa version rond plié. Mais on peut aussi le présenter comme ça. Tenez, oui. donnez-moi un petit coup de main, Inès. Oui, je tiens là. Dans sa version borroméenne classique où on voit le triskel central. Oui, tout à fait, on le voit. Et on peut aussi le présenter comme ceci. Voyons ça. Alors là, on va y arriver. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, qu'il fallait tirer. Oui, ces objets résistent toujours un petit peu. Ah ben oui, quand on travaille en cuisine, il faut avoir de la patience. On peut aussi le présenter comme ça, bien. Sous sa version où on a le tore noué au faux-trou. Bien, mais ce dressage qui paraît délicieux, ce n'est pas ce que vous nous aviez promis, chef. Vous nous aviez promis un tore farci au faux-trou. Absolument. Mais il faut nous dire déjà ce que c'est un faux-trou. Ah oui, ben, le faux-trou, le voici. Faites abstraction du tore qui est là. Le faux-trou, ce sont ces deux ronds. Vous voyez, ils ne sont pas noués comme ça de façon enlacée. Ils sont simplement pliés l'un sur l'autre, comme ceci. Vous voyez? Ah oui. On peut les défaire, et ce n'est que parce qu'ils sont tenus par un troisième élément qu'ils forment un nœud borroméen. Ici, c'est le tore qui forme ce troisième élément. Bien. Et si je retourne ce tore, je vais avoir un quatrième dressage. C'est l'étape décisive. C'est l'étape décisive. Et tenez, aidez-moi. Je vais vous tenir là. Voilà. Et là, nous avons donc notre tore farci au faux-trou. Au faux-trou. Merci, chef. Je suis ravi d'avoir travaillé avec vous. Chef, on est à table. Oui. Nous dégustons ces tores farcis au faux-trou. Avec quoi? Eh bien, on pourrait le déguster, comme c'est un plat canaille, avec un vin qui a du corps, comme du Gigondas, un Côte-du-Rhône. Oui. Mais, voyez, on a opté pour une bière. À la vôtre. Santé. Un petit coup de poivre. Ah oui, il faut poivrer, hein. C'est indispensable. Moi aussi. Voilà. Et alors, vous nous avez dit, chef, que c'était très important de retourner les tores. Ben oui. Et du coup, je vais vous montrer pourquoi c'est important. Voyons. Parce que, voilà, partons d'un tore qui n'est pas sous sa forme de trique. Oui. Voilà, je vais le retourner sur ce faux trou qui est nécessairement. Ben oui, il est nécessairement petit parce qu'il va falloir qu'il rentre dans l'intérieur de la trique. Hein. Oui. Donc je le retourne. Ah, c'est délicat. Voilà. Oui. Là, j'ai donc mon tore sous forme de trique. Oui. Hein. Vous voyez, avec son axe et tout. Mais, nous voyons, oui. Mais,
c'est quand même une présentation qui est beaucoup moins belle dans l'assiette que ce tort-là. Du point de vue du goût, ça ne change strictement rien. Hein. Ah ben oui. Toutes les présentations, les 4 présentations Oui. que nous avons faites, borroméennes, sont toutes borroméennes. Elles ont toutes les mêmes propriétés. Elles ont toutes les mêmes propriétés, Oui. mais effectivement, elles n'ont pas le même aspect. Bien. Allons-y. À la vôtre. Oui, oui. Écoutez, ils sortent de tournage, et vous avez vu que c'était pas facile. Hein. C'est un peu les coulisses de l'émission. Hein. En fait, on a retourné l'émission, et quand on retourne l'émission, ben, on a ces coulisses. Ils sont avec nous. Alors, je vous remercie de nous accorder quelques instants, peut-être pour quelques précisions. Moi, ce que j'aimerais savoir, et peut-être la plupart du public aussi, c'est qu'est-ce qui a poussé Lacan, et à quel moment, à lier ce tort et le nœud borroméen. Oui, excusez-moi d'intervenir, mais en fait, je suis très embêtée. C'est parce que le chef, pendant l'émission, bon, il a dit que le lien entre tort et borroméen, que Lacan le cherche depuis l'arrivée du borroméen, donc depuis le 9 février 1972. Mais c'est faux. Et c'est moi qui ai induit cette erreur lors de la préparation de l'émission. J'ai induit le chef d'erreur, comme Souris l'écrit à Lacan à un moment. Je déteste induire le chef en erreur, mais c'est fait. Alors, moi, je pense que le chef sera assez clément, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est finalement ce ratage dans la chronologie. Est-ce qu'il est important, chef ? Non, le ratage dans la chronologie n'est pas très important parce que Lacan introduit bien le nœud borroméen le 9 février 72. Effectivement, il ne parle pas du tort à ce moment-là. Mais il en parle au moment où il introduit réellement le nœud borroméen dans sa pratique. Hein, c'est-à-dire en mai 73, là, dès la première séance, il va parler du tort avec une citation qu'on trouve dans Encore. « Permettez-moi de vous le dire, le tort, c'est la raison, puisque c'est ce qui permet le nœud. » Et quelques mois plus tard, la citation qu'il y avait dans l'émission, « Un rond de ficelle, c'est un tort, et c'est seulement ce qui permet d'élaborer le nœud. » Et beaucoup d'autres citations dans le même sens, dont une extrêmement explicite en 77, « Tout ce qui concerne le nœud borroméen ne s'articule que d'être torique. » Alors, qu'est-ce qui, au fond, finalement, va pousser Jacques Lacan à s'intéresser autant à ce tort? Je dirais, la première des choses, c'est que ça fait métaphore pour le corps. Hein. Si vous prenez un tore, que vous l'allongez dans un tube torique, vous obtenez quelque chose qui va faire métaphore pour le corps, et qu'on obtient aussi, on l'a vu dans la vidéo, qu'il obtient aussi par retournement, hein, et qu'il appelle une trique. Il joue entre trique et torique, il enlève le haut de torique, et il obtient la trique. Alors cela devient un peu torride, hein, je vois. Alors après avoir enlevé le haut de torique, j'ose pas dire comme la publicité, est-ce qu'il va enlever le bas, mais oui. Je ne m'y risquerai pas, même avec un tablier. Mais j'aimerais bien qu'Inès nous passe un petit peu la vidéo où on voit comment le tort vient faire image pour le corps. Voilà, sur cette petite vidéo, je vais prendre le micro, journaliste. Sur cette petite vidéo, on a vu comment le tort s'allonge par cette simple déformation devient trique. Et en fait, Lacan dit à un moment, le tort correspond à ce qu'on connaît du corps. Et donc, on a fait une autre petite vidéo où on peut voir donc cette espèce de bonhomme trique. Et d'un côté, on aurait, disons dans un extrême,
on aurait ce qui correspondrait à la bouche et de l'autre côté ce qui correspondrait à l'anus. Lacan, jamais avare d'un bon mot, appelle ça le tort boyau. Hein. Donc, comme le dit Inès, d'un côté du boyau, la bouche, de l'autre côté du boyau, l'anus, et entre le boyau et la peau, les autres, enfin tous les organes qui sont pris pour Lacan dans un intérieur absolu. Hein. Et d'ailleurs, ce sont cette façon de recourir au tort. C'est une façon de lutter contre notre imaginaire sphérique. Hein. Le moi, le corps, représenté comme une sphère, comme une bulle. Bon, vous savez comment Lacan avait déjà lutté contre ça avec des surfaces comme le Crosscap, la bouteille de Klein, etc. Donc ce serait là l'unique explication, ce rapport métaphorique au corps, qui intéresse Lacan dans le tort? Non, non, Lacan fait métaphore aussi avec le tort pour l'identification. Plus exactement, il fait métaphore pour l'identification avec le retournement du tort. Hein. On l'a vu dans la vidéo, quand on retourne le tort, l'intérieur devient extérieur. Hein. Mais j'aimerais bien là que... Enfin voilà, je vous le remontre. Hein. J'aimerais bien là que vous preniez la parole, Inès, pour nous dire comment, dans une séance de l'Insu, je crois le 10 novembre 1976, Lacan va déplier plusieurs façons de retourner le tort, enfin plusieurs opérations sur le tort. Vous avez étudié ça? Bon, oui, ok. Donc dans cette séance de l'Insu, Lacan s'épanche sur, enfin il essaye de mettre en relation trois types d'identification. Regardez, on va montrer ça dans une manière plus graphique. Trois types d'identification, au père, hystérique et au trait, et trois opérations sur les torts. Mais si on suit Lacan et si on reste avec lui dans cette espèce de correspondance, on est un peu dans le potage. Je vois que la métaphore culinaire vous habite, n'est-ce pas, hein? Je ne sais pas si on est dans le potage. Qu'est-ce que vous en pensez, chef? Je pense que sur ce potage, Inès va nous éclairer, non? Oui, parce que en fait, c'est Souris qui clarifie ces potages un peu plus tard. C'est le 14 mars 1978, au séminaire Les moments de conclure. Chef. C'est la séance qu'il tient quasiment tout seul, là, où il y a 4 séances dans le moment de conclure. C'est celle où il la tient quasiment toute la séance. Ouais, mais c'est vrai, mais disons, Souris ne voulait pour rien au monde se mettre en avant. Hein. Par exemple, quand Souris fait référence à cette histoire de mise en correspondance d'un chaîne haineux, on peut lire, attendez, je vais juste passer à la prochaine page, on peut lire Monsieur Lacan a mis en correspondance 3 identifications, neutre, amour, hystérique, c'est comme ça qu'il le nomme, et 3 opérations sur les torts. Les torts retournés, les torts troués et les torts coupés. Donc, on voit là comment Souris attribue entièrement à Lacan cette mise en correspondance qui est au moins une bonne partie de son propre fait. Mais alors, si l'on en croit à la fois les écrits d'Enchaîne haineux et aussi les propos rapportés de Michel Thomé, c'est une place qu'il détestait tenir, enfin, celui du maître pendant le séminaire. Vous imaginez pas à quel point Thomé nous a rapporté que Souris ressortait de ces séances où il intervenait au séminaire complètement malade, perclus de symptômes, et ce qu'il voulait, lui, c'était écouter Lacan, c'était apprendre quelque chose de Lacan, c'était être élève de Lacan, et en rien avoir à apprendre quelque chose à Lacan, et surtout pas se trouver dans une position qu'il sentait comme une position de maître. Si je puis me permettre. Bien sûr. Oui, parce que, en fait, c'est frappant à quel point Souris était dans un dire oui inconditionnel à Lacan.
non seulement il ne faisait jamais remarquer ses erreurs à Lacan, ou presque jamais, mais ça allait loin. Hein. Par exemple, à un moment, Lacan dit, comme ça, qu'on ne peut pas nouer borroméennement 3 nœuds de trèfle. Et Souris, les mathématiciens, c'est les tenu pour dit. Hein. Mais Thomé, de son côté, il est allé voir, il a trouvé un nouage borroméen de 3 nœuds de trèfle, et quand Thomé a amené ça à 4 nœuds de trèfle, merci la correction, il est présent heureusement, quand Thomé amène ça à Lacan, Souris était très fâché. Hein. Mais ça va encore plus loin, parce que Souris a aussi parlé à Thomé, qui nous a rapporté à quel point il avait peur de monter en voiture avec Lacan. Lacan qui conduisait à tombeau ouvert, hein. Ils ont même eu un accident ensemble. Alors je crois que Michel Thomé nous a dit qu'il avait intimé un petit conseil à Souris en lui disant que tu n'es pas obligé de monter avec lui s'il conduit comme ça, ce à quoi Souris aurait répondu: si je meurs avec Lacan, je meurs avec Lacan. Donc voilà, évidemment, vous parlez d'amour inconditionnel, là, il allait jusque très loin. Alors je ne sais pas si on pose des questions, donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Mais attendez, juste une petite chose, oui, on peut prendre. Toujours est-il qu'en sortant, vous avez des échantillons dégustation que vous pouvez prendre, hein, qui sont juste à votre droite, du thor farci au faux trou, préparé par nos deux chefs. Quelques paroles, peut-être. Est-ce que des gens veulent intervenir? On peut faire circuler le micro. Je crois que l'appétit a été ouvert, mais je sens que... Voilà. Étant donné que c'est même mon métier, le chef de cuisine, je vous rappelle que vous avez raté un ingrédient. Vous avez les torts au commencement, les moments qu'elle s'appelait Valérie, et lui dit qu'au séminaire de Guilbeault, il a parlé du noble romain. Qu'est-ce qu'il dit Lacan? Il me va comme une bague au doigt. La bague, l'ingrédient. Merci. On peut les applaudir, hein. Alors je crois savoir que si on prend une sphère et si on fait un trou dans cette sphère, ce n'est plus une sphère, c'est un disque. Oui. Je reporte cette question. Est-ce que on peut parler de tore troué à partir du moment où vous faites un trou dans le tore? Qu'est-ce que devient un tore quand on fait un trou dans le tore? Donc on peut pas dire que ce trou permet de retourner le tore puisque c'est plus le tore. C'est un abus de langage, c'est vrai. C'est un fait que c'est un abus de langage de continuer à parler de tore à partir du moment où il est troué, comme parler de sphère à partir du moment où il est troué. C'est pas pareil. Comment? Une incise et un trou, c'est pas pareil. Alors je sais pas, hein, mais vous avez fait un trou, mais vous avez dit incise. Incise, c'est une fente. Un trou, vous avez enlevé un morceau. Oui, mais une incise, enfin dans les deux cas. Oui, d'accord. Enfin, dans les deux cas, oui. Le trou dans la sphère réduit complètement la sphère. Oui. Le trou dans le tore ne réduit pas l'axe. Ah, il réduit pas l'axe du tore. Donc si c'est pas un tore, c'est pas non plus un C'est disque. C'est pas non, ça sera jamais un disque. Un tore troué, ça sera jamais un disque. Hein? Il y a bien une pertinence du torique dans le Qui se met. une fois troué. Vous avez entendu ce qu'a dit Guy Bluffet? Un trou dans la sphère, évidemment, le réduit, on le sent tout de suite à un cercle, à rien, à un disque. Bon. Le trou qu'il a pratiqué dans le tore, il aurait pu en pratiquer d'autres. Le trou qu'il a pratiqué
ne réduit pas le trou central, l'axe du tore. Et la structure du tore. Ni la structure générale du tore. Vous pouvez agrandir le trou autant que vous voulez, vous ne pourrez pas, me semble-t-il, oui. Vieux souvenir, vous ne pourrez pas effacer la structure totale, globale du tore. Tout à fait. Absolument, tu en auras une confirmation demain dans la deuxième vidéo. Voilà. Effectivement, la structure du tore reste même trouée. C'est vrai, c'est une grande différence avec la sphère, absolument. Une dernière intervention ? Oui. Je trouvais ça intéressant de mettre les deux interventions qui se sont suivies là, avec un ton un peu différent pour chacune, du côté de l'art et puis du côté de la cuisine, hein, avec une tentative d'allègement de cette cuisine, d'ailleurs humoristique, hein, qui nous aère un petit peu tout ça et qui nous fait du bien, c'est sûr. Mais en écoutant l'enchaînement de ces deux interventions, et à partir des formules que vous venez de dire, à partir de ce que vous venez de dire finalement, ça me paraît très important de repérer que Lacan était... parce qu'on se posait la question de savoir tout à l'heure si Souris avait été pris en analyse par Lacan. Et presque cette question qu'on se posait tout à l'heure en aparté pendant la pause, là j'ai envie de dire que presque elle se résout dans ce que vous venez de dire, parce qu'on voit que dans le mouvement et dans l'acte, justement, Lacan, en séance publique, amène Souris dans sa demande et dans son amour, un effet, par l'acte de Lacan, il y a réellement un effet de retournement. Enfin, vous venez de dire que Souris ressortait retourné des séances avec Lacan, où justement dans l'amour, l'inversion de la place du sujet supposé savoir, enfin le jeu de retournement dans le transfert, en acte et en public, tel qu'une coupure dans une séance peut intervenir aussi et avoir des effets sur le sujet pour repérer la structure. Et bien là, j'ai entendu que peut-être l'analyse de Souris, elle était publique, quoi. Elle n'était pas dans le cabinet peut-être, mais là aussi, il y a un retournement de l'intérieur, de l'intime vers l'extime, et qu'en acte, c'était à l'œuvre. Bon. Oui, vous... Non, mais voilà, c'est votre lecture. Vous avez entendu ça dans ce qu'on a fait. Oui. Sur... si je fais un trou sur un tore, ça introduit une propriété qui n'était pas présente. C'est-à-dire que sur un tore, on a deux sortes de lacets. Si je pense en termes de lacets, on a les lacets qui font le tour de l'âme et les lacets qui font le tour de l'axe. Si je fais un trou, je vais avoir possiblement des lacets qui seront non réductibles, mais qui feront le trou de ce tour. Ça, c'est un fait qui modifie ce qu'on appelle, comme ça, intempestivement, la structure du tore. C'est quelque chose qui fait que le tore qu'on avait avant de faire le trou n'a plus la même structure que celui qu'on avait une fois qu'on a fait un trou. Puisque maintenant, il y a une sorte de lacet qui est possiblement inscriptible, c'est celui qui est non réductible parce qu'il y a un trou dans le tore. Alors là, vous faites référence à une distinction que Souris fait justement dans la séance à laquelle on a fait référence, qui est entre le trouage et la coupure. C'est-à-dire que c'est une grande discussion dans le séminaire, elle rebondit 2 séances après d'ailleurs. Ils se perdent un peu dans cette discussion, mais enfin le trouage, effectivement,
quand on a fait un trou, on peut le réduire. Par contre, si on a fait une coupure longitudinale, on ne peut pas la réduire, elle devient irréductible. Donc vous faites référence à ça. Mais je donne ça comme précision, maintenant ça ne répond pas à... Pourquoi est-ce qu'on peut réduire un trou et pas si tu as un trou sur une surface, tu peux la réduire comme ça, tu vois, comme ça. Tu peux la réduire. Et la coupure, tu peux aussi la réduire. On peut coller, non, tu peux glisser par exemple les deux bords l'un sur l'autre, ou on peut dire que c'est aussi une réduction. On n'a pas le droit d'identifier. Non, si tu as une coupure par exemple qui est longitudinale, tu ne peux plus la réduire. Voilà. Tu ne peux plus la réduire à un point. Oui, je m'aiderai de la présence d'un mathématicien professionnel. Dans une structure de groupe, on peut rajouter un élément qu'on appelle idéal, si et seulement si on ne menace rien des propriétés antérieures. Donc on peut avoir des propriétés supplémentaires à condition qu'on retrouve toutes les propriétés qui étaient là avant. Si on pratique un trou dans une surface torique, on aura rajouté une possibilité, celle que vient d'énoncer Jean Alouche, mais on n'aura rien menacé des propriétés antérieures qui constituaient le tore. Donc je maintiens que ce trou-là n'altère pas l'ensemble des propriétés structurales du tore. Oui. Moi j'ai beaucoup apprécié la recette, jusqu'à un certain endroit, qui est l'endroit où vous ajoutez l'ingrédient, comment dire, explicatif, image du corps. Parce qu'il me semble que justement le passage du nœud borroméen au tore, ou l'entrée du nœud borroméen plus à un certain moment le tore, c'est dans une certaine tentative, enfin dans un mouvement en tout cas, je ne sais pas si c'était visé au départ, mais dans un mouvement qui va justement essayer de cerner les questions en l'absence de l'image au sens représentation. Bon, là, le petit bonhomme, là, il fait quand même un petit peu représentation dans cette affaire. Complètement. Hein, voilà. Et alors, à travers tous les détours que fait Lacan, les hésitations, etc., justement, cette représentation-là est quelque chose à quoi, je dirais, il essaye d'échapper. Oui, je suis absolument... Et donc, il y a quelque chose là qui me gêne un petit peu. Mais ça m'embête. J'enlèverais l'image du corps de la recette, en quelque sorte. Ça m'embête que tu poses cette question parce que, en fait, on ouvre cette question après la deuxième vidéo. Et j'espère que tu seras là demain pour en parler parce que j'ai des vraies questions autour de ça. Bon, là, mais là, ça va faire un petit peu de temps en plus, et je pense que la deuxième vidéo apporte quelque chose de ce point de vue-là aussi. Donc, on peut poursuivre ce point demain à midi, si tu veux bien. Je crois qu'entre l'époque de cette recette et maintenant, il y a la possibilité, même visuellement, de voir fonctionner le retournement d'un tore dans lequel on ne fait pas de trou. Il n'y a pas besoin de faire le trou, on peut le retourner sans faire de trou. Des vidéos de ça sur Internet. Voilà, ce que je me représente assez mal, parce que c'est déjà un peu tordu à regarder, parce qu'il y a des vaguelettes qui se produisent, enfin c'est un peu coton. Mais si ce tore qui se retourne sans trou était attaché comme dans votre recette à deux ronds, un bleu, un rouge, qu'est-ce qui leur arriverait à ces ronds? Pendant le procès du retournement, avec toutes ces déformations de surface qui se produisent pour permettre le retournement, qu'est-ce qui se passerait avec les deux ronds de Fittel? J'en ai pas la queue d'une idée, j'arrive pas à représenter le truc. Là, je cherche à revoir les vidéos qui montrent le retournement du tore sans trouage. Effectivement, je pense que ça va faire quelques nœuds, mais... je sais pas. Bon,
Je propose qu'on aille manger là. Hein, voilà.